Écoute. Bonjour chers auditeurs, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 6e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Cela fait plusieurs semaines déjà que nous interrogeons la place des femmes dans l'entreprise. Nous avons parlé de l'arrivée des femmes dans l'industrie et du questionnement du travail à la maison. On a également pu aborder des sujets comme les discriminations sexistes qu'elles subissent dans leur métier. Mais il y a aussi une énorme discrimination que subissent les femmes dans l'entreprise, c'est l'invisibilisation de la pénibilité de leur travail. D'une manière générale, la considération de la pénibilité au travail est une histoire plus récente que celle de l'industrialisation, de fait. C'est par l'entretien du rapport de force entre travailleurs et patrons que la considération de la pénibilité a été prise en compte dans le travail. Sur le port de charges lourdes, par exemple, les rythmes éreintants, les postures difficiles. Certaines œuvres ont d'ailleurs témoigné de cette difficulté au travail, et ont participé à les rendre visibles, comme Les Temps modernes de Charlie Chaplin par exemple. Michel Perrault, grande historienne de la grève et du travail des femmes, témoigne de la difficulté qu'ont les femmes à s'organiser collectivement pour porter leurs revendications. Souvent, elles démontrent une posture légalisante dans la lutte, voire reconnaissante envers le patron ou la justice, la loi. Des longues journées, au début je travaillais aussi avec la production. Je devais produire. Mais bon, sinon je peux dire que ça a été un métier enrichissant. J'ai aimé. J'ai eu des périodes difficiles au début, parce que je devais un petit peu travailler partout. J'ai mis un petit peu la main partout. Mais bon, maintenant avec le recul, je me dis, j'ai quand même perfectionné. Et puis quand j'étais échantillonneuse, bon, c'est là où vraiment j'ai appris beaucoup. Je suis une personne qui s'adapte avec tout le monde. J'ai travaillé avec des petites jeunes, il n'y a jamais eu de soucis, bien au contraire. Dolores de Matos était échantillonneuse à l'Union Textile de Tourcoing, l'UTT. Son interview et toutes les autres que nous entendrons aujourd'hui ont été réalisées par des étudiants et des étudiantes de l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix. Le début, quand je travaillais vraiment à la rétraction, oui, c'était difficile parce que parfois on travaillait avec des grosses bobines. Alors on avait à peine le temps d'alimenter toutes les bobines, que 10 minutes après, on devait remettre toutes les bobines, reattacher avec des nœuds de tisserand. Il y avait des journées fatigantes. C'était un travail répétitif? Oui, répétitif. On devait remettre des grosses bobines comme ça, re-enfiler, refaire des nœuds de tisserand, et puis... Qu'à l'échantillonnage, c'est pas pareil. J'étais quand même pas sur une machine. L'échantillonnage, c'est que je suis dans mon petit bureau, et je dois préparer des tricots. La période qui a été la plus difficile pour moi, c'est quand je prenais le bus des mines. Parce qu'en somme, je faisais d'1h à 9h, mais je devais prendre le bus à 10h15. Être à la maison à 11h30, minuit moins quart, quand le temps était pas bon. Ça, c'était des sacrées journées. Travailler voulait dire risquer son intégrité physique, si ce n'est sa vie. Il y avait des moments, il y avait des incidents, surtout avec les Stanley. C'est un couteau, quand on avait des barbes qu'on devait couper. Là, il fallait faire attention quand même. Que maintenant, on a quand même des Stanley qui sont beaucoup plus... moderne, on peut retirer la lame, qu'avant c'était des Stanley qu'on avait des lames carrément qui sortaient. On avait quand même des incidents vis-à-vis des Stanley. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Je me rappelle que quand je travaillais tout au début, on était obligé d'avoir un tablier. Et les cheveux attachés, tout le temps. Le tablier était obligatoire. Il faut les chaussures de sécurité. Alors, au début, c'était bruyant. Oui, il y avait des machines quand même qui étaient assez bruyantes. Au début, quand je travaillais à la rétraction, au bobinage, tout ça, c'était plus bruyant. Il y avait quand même pas mal de bruit. Florence Chappert, responsable genre, santé et conditions de travail à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, reconnaît la difficulté qu'ont les femmes à démontrer la pénibilité de leur travail. Je cite, « Les critères de pénibilité réglementairement reconnus concernent en majorité des emplois qu'occupent des hommes. Les entreprises ont naturellement tendance à s'attaquer en priorité aux risques lourds, qui sont les plus visibles.
Elles voient moins les risques de situations plus légères, entre guillemets. Or, ce sont ces risques qui concernent davantage les femmes. Et ils sont plus difficiles à remarquer. Catherine Labbé, de la même agence, raconte ce rapport d'échelle en prenant l'exemple d'une imprimerie normande. Les travailleuses de cette imprimerie, contraintes toutes les 45 secondes d'attraper des piles de cahiers de quelques kilos, avaient parfois porté jusqu'à 11 tonnes dans une journée. La raison de ces invisibilisations se considère également par la précarité de leur contrat. Les hôtesses de caisse, un métier majoritairement féminin, scannent environ 1 tonne de marchandises par heure. C'est énorme. Mais parce que souvent leurs contrats sont partiels, et parce que le calcul donne plus de place au poids moyen qu'au poids total soulevé, eh bien elles n'accèdent pas à la reconnaissance du port de charges lourdes. Et oui, vous avez beau porter 4000 paquets de pâtes par heure, on considère que vous ne portez que des objets de 250 grammes. Tant pis pour vous. Cela s'explique aussi parce que ce sont les hommes qui se sont emparés de cette question de la pénibilité, dans des branches comme le bâtiment, la chimie ou la métallurgie. Des branches où ne sont employés quasiment que des hommes. Donc on faisait de l'ameublement, on faisait du vestimentaire, donc du papier cadeau, donc on pouvait toucher vraiment à beaucoup de choses. Sylvie Frémaux, ancienne designer coloriste. Et ça un peu partout dans le monde, et on avait la chance de voyager dans de très bonnes conditions, parce que c'était les époques phares où l'économie était très très bonne, et donc voilà. Donc, bon, un bureau de création, voilà, on travaille dans des conditions quand même, on va dire, si on peut parler de physique ou physiologique, qui sont plus que agréables. Par contre, effectivement, dans l'usine, on est quand même sur un site de production, donc énormément de bruit, énormément d'odeurs. Parce que avant que ne commencent à arriver les réglementations pour les solvants, donc c'était des encres qui étaient faites avec des solvants très très forts. Donc à respirer, je peux vous dire que c'était quand même costaud. Pourtant nous on ne faisait qu'y passer, mais on sentait quand même effectivement. Et puis quand même des gens qui travaillaient en 3-8. En 3-8, c'est faire les postes, donc c'est matin, après-midi, nuit. Voilà. Et mon mari, lui, travaillait dans le site de production. Et quand tout a été informatisé, il y avait 50 personnes. Voilà, on en a gardé 10. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. Alors l'évolution, elle permet effectivement de pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi au prix, au détriment qu'il y ait moins de personnel et il y a besoin de moins de machines, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça le métier de designer textile. C'est allier créativité, technologie, adaptation au marché, aux tendances. Voilà, être précurseur, mais pas trop, ça. Voilà. Et savoir travailler à tous ces stades-là. Depuis 2001, sur une période de 15 ans, les accidents du travail augmentent pour les femmes, plus 30%. Et ils diminuent pour les hommes, moins 29%, selon un rapport de la DREES de 2015. Alors c'est une bonne nouvelle évidemment pour les hommes, mais c'est bien malheureux que ça augmente pour les femmes. Le travail des femmes est souvent déconsidéré. Dans une enquête sur la reconnaissance des TMS, 36% des demandes féminines sont acceptées, contre 61% des demandes masculines. Les problèmes de santé des femmes sont en effet bien plus souvent renvoyés à des difficultés physiques ou psychiques considérées comme naturelles, dont on juge qu'elles ont une origine autre que le travail. La production de savoir sur les expériences des femmes et des hommes au travail est liée au biais de la production scientifique, en l'occurrence ici du genre. Certains risques sont considérés comme acceptables, voire naturels. Les maladies de femmes sont perçues comme ne relevant pas de la maladie professionnelle, parce qu'on considère qu'elles peuvent aussi avoir des origines domestiques. Ainsi, des inégalités sont entretenues, des attentions ne sont pas portées aux problèmes des femmes. En soi, d'ailleurs, le terme pénibilité lui-même est à questionner, pour l'ensemble des travailleurs. Comme le dit le sociologue Pascal Marie-Chalard, si on remplace pénibilité par exemple par exposition à des risques de brûlure, tout de suite on change l'acceptabilité de ces situations.
En fait, j'ai été licenciée économique pour les raisons, voilà, qu'on sait tous. Isabelle Sarr-Thiébon, designer textile. Honnêtement, ça m'a soulagée. Bah oui, parce qu'au final, on n'était pas nombreux, donc on devait gérer énormément de choses, et pas que la partie textile, justement, dans ce genre de boîte, on gère tout de A à Z, des tendances à la communication visuelle, pour par exemple tout ce qui est catalogue, shooting photo, etc. Donc en fait, on n'est pas que styliste, on est directrice artistique, responsable de collection, enfin tous les intitulés de la Terre. Et du coup, ça m'a soulagée. Je me suis dit, c'est bien parce que je voulais former, en fait. Donc, j'ai repris mes études dans les sciences de l'éducation, avec tout ce qui est outils du numérique. Et en plus, je prenais beaucoup de stagiaires de l'ESAT. Là où j'étais maître de stage, du coup. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'enseigner et de former. Sur place, pendant que j'y étais et qu'on travaillait, au début, on avait son temps pour coudre, pour faire sa pièce. Mais après, il y avait parfois des gens derrière vous qui chronométraient justement le temps. Oui, c'était le début où après, il fallait aller vite, quoi. Ah oui, on chronométrait. Et d'un sens, quand on l'avait derrière soi, on se disait, bon, on va pas aller trop vite parce que plus celle qui était contrôlée allait vite, plus les autres devaient faire pareil. C'était au détriment des autres ouvrières et de nos compagnes. Alors, c'était certainement 8h midi. On avait 1 heure, quelque chose comme ça, pour manger, puisqu'on allait en bas, il y avait un réfectoire pour nous, on déposait nos gamelles, c'était vraiment convivial. Et on remontait, une fois qu'on avait fini de manger, on recommençait jusqu'à 5h30, 6h. Oui. Ah oui. Il y a longtemps que j'ai pas visité un atelier moderne de toute façon, il n'y en a plus, je sais même pas s'il y en a encore ici dans la région, hein. Mais il faut avouer que les machines, oui, moi j'ai vu des doigts coupés, des gens qui tout à coup avaient une aiguille dans le doigt, oui quand même, hein. Nicole Coine, culottière chez Herbaut de Neulin à la retraite, montre bien les transformations du métier qui ont vu venir une très forte pression sur les femmes. D'ailleurs, les employeurs sont souvent dans le déni pour le travail des femmes, note Marie Peset, psychologue spécialisée dans la souffrance au travail. Dans beaucoup de métiers à majorité féminine, les risques ne sont pas mesurés comme le bruit dans les crèches par exemple, ou le porter des patients pour les aides-soignantes. Et non seulement le risque de santé des femmes a tendance à être diminué, mais il n'est même jamais intégré dans une globalité. Laurent Vogel, chercheur en conditions de travail à l'échelle européenne, annonce que le temps de travail hebdomadaire moyen des femmes s'élève à 64 heures par semaine contre 53,4 pour les hommes, si toutefois on considère le travail domestique. Vous savez, quand vous partez en retraite, vous vous dites « on a bien travaillé, j'ai travaillé 42 ans. » Mais c'est vrai que après, quand vous êtes en retraite, le salaire n'est plus du tout pareil. Pour ça, la confection, c'est le textile, et le textile, ça rapporte pas, hein. Mais c'est vrai que vous avez un salaire, comme moi, je gagnais 1100 € en travaillant, et là, ici, j'ai 950 €. Si vous avez un autre métier, prenez un autre métier. Comme le montre Morissette Marquilly, ancienne couturière chez Frémaux Delorme, il peut être difficile de vivre avec une petite retraite. Celle des femmes est inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes. Et une fois à la retraite, certaines affections sont plus présentes chez les femmes que chez les hommes, notamment liées à des violences intrafamiliales dont l'impact est sous-évalué. Catherine Labbé, de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, pense que la meilleure prévention qui puisse exister pour les troubles de santé passe par la mixité des postes. Une entreprise n'est pas mixte d'ailleurs parce qu'elle compte autant de femmes que d'hommes, dit-elle. Si les femmes sont confinées à certaines tâches et les hommes à d'autres, ça n'est pas de la mixité. C'est donc par la mixité, par une meilleure compréhension des postes des hommes et des femmes, par le fait que chacun puisse avoir accès à l'ensemble des métiers et pour baisser collectivement la pénibilité de l'ensemble des postes, tout simplement qu'on arriverait à une meilleure santé en travail de tout le monde, des hommes comme des femmes. Cet épisode est désormais terminé. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads,
et d'autres de Francine Cocampo, de Dixit Talkers. Vous pouvez écouter sa musique sur les plateformes musicales, son deuxième album est sorti le 16 septembre 2021. Pour cette émission, je tiens à remercier les Archives nationales du monde du travail et l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix qui m'ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. L'exposition Fibre féminine, dont est issu le témoignage de Dolores de Matos, Sylvie Frémaux, Nicole Coine, Isabelle Sarr-Thiébon et Morissette Marquilly, est accessible en ligne. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode et sur le Facebook du Studio Flamboyance. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu ce projet. Merci aux militantes du collectif HF Île-de-France qui expliquent si bien ce qu'est le matrimoine et à qui j'ai emprunté cette définition. Toutes les actions matrimoine sont à retrouver sur leur Facebook. À la semaine prochaine!